Vendredi 24 décembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous choisir pour vous informer. L'adieu aux armes du colonel Erakoutoumilarson, commandant de la base de 113 Bani-Ivat, qui est décédé suite au crash de l'hélicoptère qu'il a piloté lundi à Maham, a eu lieu ce jour. Un hommage honoré par le président de la République et la première dame, ainsi que des nombreux hauts gradés et militaires. Le colonel Erakoutoumilarson Irfan Bezansou était un militaire motivé, plein d'ambition, enthousiaste et toujours volontaire lorsqu'il s'agit d'aider ses compatriotes. Un reportage sur les images de Le décès du colonel Ir laisse un grand vide au sein de la famille de l'armée de l'air, comme dans le pays. Le colonel Ir, un pilote particulièrement expérimenté, a toujours répondu présent et était même volontaire pour sauver ses compatriotes. Il a été surtout reconnu pour le sauvetage des victimes d'inondations survenues à Mahadzamp en janvier 2020. Erakoutoumilarson Ir est né le 22 février 1978 à Fenwari Votsnanan. Il est de la 26e promotion de l'Académie militaire d'Antsirabe et est le plus jeune à avoir été au commandement de l'armée malagasy. Les œuvres du colonel Ir resteront gravées dans l'histoire de l'armée, spécialement dans celle de l'armée de l'air, d'après le chef d'état-major de l'armée de l'air, en revenant sur les 23 années, 11 mois et 7 jours de service du colonel Ir au sein de l'armée malagasy. Pour lui rendre un dernier hommage et en guise de reconnaissance pour son dévouement pour le pays, le colonel Erakoutoumilarson Ir a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Son expertise a marqué et continuera de marquer l'armée de l'air. Ce dernier a laissé derrière lui une veuve et 3 enfants. Après cet hommage, et avant que son corps ne soit inhumé à Mbalani-Ranatsiromandid, le colonel Ir a fait le tour de la base aérienne de 113 à Rivnmam, lieu où il a exercé ses fonctions durant plus de 10 ans. L'inhumation aura lieu demain, samedi 25 décembre. Le ministère de la Santé publique a démenti les rumeurs selon lesquelles les concentrateurs d'oxygène sont insuffisants au niveau des hôpitaux dans le cadre des soins pour les victimes de la Covid-19. Madagascar dispose de plus de 4000 concentrateurs d'oxygène, dont seulement 1500 ont été distribués, suivant la demande au niveau des hôpitaux. D'ailleurs, la capacité d'accueil des hôpitaux n'est pas au maximum, comme ce qui a été véhiculé sur les réseaux sociaux, toujours d'après les explications. Les hôpitaux n'atteignent même pas la moitié de leur capacité d'accueil à l'heure actuelle, d'après le ministre de la Santé publique. Concernant la coupure d'électricité au niveau des hôpitaux, des échanges ont déjà eu lieu entre le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Énergie sur la mise en place de groupes électrogènes pour solutionner ce problème. Mais toujours sur le plan sanitaire, suite à de nombreuses doléances concernant la prise en charge des personnes présentant des symptômes de la Covid-19 auprès des centres de santé de base, le ministre de la Santé publique et ses collaborateurs y ont effectué une descente inopinée. D'après les explications du ministre de la Santé publique, des directives ont été données au personnel de la santé selon lesquelles l'approche syndromique, qui consiste à prendre en charge immédiatement les personnes suspectées d'être positives à la Covid-19 est désormais la stratégie mise en place dans la région Analamang. Par contre, les tests diagnostiques rapides se poursuivent toujours dans la région Otmatsiach et Vaknakarach. Un reportage de Rad Roman Zatov. Le CSP2 Amboitsu fait partie des centres de santé de base dont on a reçu des plaintes sur les réseaux sociaux concernant la prise en charge des personnes suspectées d'être positives à la Covid-19. Aussi, le ministre de la Santé publique et ses collaborateurs y ont effectué une descente inopinée hier. Rappelons que les stratégies à mettre en place dans le cadre de la vigilance sanitaire ont déjà été décidées durant le Conseil des ministres de la semaine dernière, notamment en ce qui concerne les régions Analamang, Vaknakarach et Otmatsiach. Il a été décidé dans ces 3 régions que les tests de diagnostic rapide ou TDR pourront être effectués auprès des centres de santé de base.
Cependant, l'application de cette mesure se fait en fonction du taux des personnes testées positives à la Covid-19. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique invite tout un chacun à se faire vacciner. Il n'a pas manqué pendant cette descente inopinée d'encourager les personnels de santé qui sont en première ligne dans ce combat contre la pandémie de Covid. Deuxième Noël en pleine propagation de la pandémie de Covid-19 et de la crise qu'elle a engendrée. Malgré cela, les Malagasy font avec en cette période de fête. Les parents essaient de satisfaire leurs enfants. Chaque ménage a alloué un budget pour la fête, même si selon les marchands que nos journalistes ont interviewés, cela a connu une réduction pour cette année. Ça, Sylvain, et c'est Chenjianab. Les jouets pour les enfants inondent les marchés à l'approche de Noël. Noël qui est par définition une fête pour les enfants. Les parents essaient de faire le maximum pour ces derniers, même si les prix des jouets ont augmenté de 10% pour cette année. Par ailleurs, dans le domaine vestimentaire, bien que les clients sont toujours aussi nombreux, les dépenses ont considérablement baissé cette année. Les marchands s'attendaient à mieux, mais le pouvoir d'achat des Malagasy a également diminué. Pour les salons de beauté, c'était la même routine comme chaque année. Les salons de coiffure sont toujours aussi débordés à la veille de la fête de Noël. Ce Noël est le deuxième en pleine pandémie de Covid pour Madagascar. La crise sanitaire se fait ressentir au niveau du pouvoir d'achat des Malagasy. Toujours dans le cadre de la préparation de la fête de Noël, chaque église a sa propre organisation pour la messe de Noël en ce qui concerne l'application des mesures sanitaires. Pour les quarts de Tsaramasei, la messe aura lieu dans la cour de l'église dans le total respect de la distanciation sociale et des gestes barrières. L'écart a également maintenu le réveillon de Noël. Toujours un reportage de Sylvain sur les images de Sech Anjianap. Une première, à Noël, en état vigilant sanitaire pour la région Analamang, pour la Haute-Matiach et pour la région Vakna-Karaj. Les messes de Noël se feront donc dans le total respect des mesures sanitaires. Dans ce cadre, l'écart de Tsaramasei organisera sa messe dans la cour de l'église qui est assez vaste, pouvant accueillir un bon nombre de chrétiens. Comme chaque année, la fête du réveillon de Noël aura également lieu pour l'écart de Tsaramasei, composé du tableau vivant retraçant l'histoire de Jésus et d'une office religieuse. Pour la plupart des églises, les mesures sanitaires ne sont pas une nouveauté pour les chrétiens, car elles étaient appliquées tout au long de l'année, depuis mars 2020, date d'apparition de la Covid à Madagascar, mais ces mesures ont seulement été renforcées face au rebond de la pandémie. La police économique a lancé depuis hier un avis de recherche au nom de Nirine Ravelouanch, l'ancienne députée élue à Antirabé. Pour cause, des centaines de personnes ont porté plainte contre cette dernière suite à des affaires d'escroquerie au sein de son ancienne entreprise Smart Cargo, une escroquerie qui a débuté en 2013 à l'endroit de ses clients qui sont généralement des entrepreneurs. Plus de détails dans ce reportage de Sylvain. L'entreprise Smart Cargo a servi de couverture aux malversations de l'ancienne députée d'Antirabé 2, Nirine Ravelouanch. Cette dernière a dirigé l'entreprise Smart Cargo depuis 2013, une entreprise d'import-export. Depuis 2015, une centaine de clients s'est plaint d'avoir été escroqués par cette ancienne députée. Elle met ses clients en confiance, encaisse leur argent pour les trahir par la suite. En effet, elle convient même d'un rendez-vous avec eux pour récupérer les marchandises. Cependant, quand vient le jour, elle leur fait faux bond et elle n'a jamais accédé à la demande des clients d'être remboursés. Des résultats d'enquête indiquent que la somme qu'elle a obtenue dans ces abus de confiance s'élève jusqu'à des milliards d'ariars. Il fut un temps où elle menaçait de mort ceux qui intentaient des actions en justice contre sa personne. Par ailleurs, d'après les informations, il a été confirmé que l'ancien député, Nirine Ravelouanch, ne se limite pas à l'escroquerie, mais va jusqu'à des activités frauduleuses et à des usages de faux concernant les taxes douanières. L'avis de recherche en son nom ne date pas de cette année, mais depuis l'année 2019. Mais elle n'a jamais été arrêtée. Après qu'elle ait posé une candidature indépendante pour l'élection de député en 2019, elle a fui à l'étranger d'après les informations. Un fourgon transportant de nombreuses marchandises a été intercepté hier à Anousibé avec à son bord des produits périmés dont les dates ont été trafiquées. Avec la collaboration des forces de l'ordre, l'équipe a surpris 62 sacs de lait en poudre avariés portant des dates de péremption
encore valable dans le but de le revendre. Cet acte est réprimandable d'après le responsable auprès de la direction de la protection des consommateurs hier lors de cette descente inopinée. Poursuivant leur descente à Issouch, ils ont ainsi découvert des produits douteux en vente et après constatation. Certains de ces produits alimentaires sont avariés, notamment des pâtes, friandises et jus. Face à cette situation, le ministère de la Promotion de l'Industrie, du Commerce et du Consommation a tenu à rappeler que l'État ne tolère pas point ce genre de situation et prendra les mesures nécessaires pour servir le coupable. Ces marchandises sont détruites d'après les explications une fois que les procédures pour l'enquête seront achevées. Mais concernant les actualités internationales de ce jour, face à la déferlante Omicron et à quelques jours de Noël, la demande en autotest de dépistage de Covid-19 est massive. Les pharmacies sont en rupture de stock alors que les laboratoires constatent de plus en plus de tests positifs. Un reportage de France 24. L'autotest, un objet devenu incontournable avant les fêtes de Noël. Dans cette pharmacie près de Besançon, la demande est massive depuis quelques jours. Tous les stocks sont partis. Je viens voir si vous avez des autotests. Ah non, j'ai plus d'autotests en rupture de stock. Je vais aller chercher dans une autre pharmacie pour passer les fêtes en tranquillité en fait. Voilà, parce qu'on va être une petite dizaine. Donc autant être en sécurité et tranquille. La vague Omicron a changé la donne et les Français sont nombreux à ne pas vouloir prendre de risques à Noël. À Dijon, même affluence dans cette pharmacie. Ici, une quarantaine d'autotests restent en stock. Ils seront vendus en 3 heures. Et quand il n'y a plus d'autotests, l'autre option avant Noël, c'est de faire un test PCR. Ce laboratoire centralise les échantillons de 13 centres, soit près de 1400 tests PCR par jour. Des tests annonciateurs parfois de mauvaises nouvelles. C'est positif, donc ça risque d'être compliqué pour le réveillon. Je suis dégoûté. Je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. Je tombe un peu des nues, pour être franc. Face à la recrudescence des cas et à la veille de Noël, les pharmacies et laboratoires s'attendent toute la journée à la même affluence qu'hier, voire plus. Beaucoup attendront le dernier jour pour se faire tester et être sûrs de ne contaminer personne. Kim Potter, la policière américaine qui affirme avoir tué le jeune conducteur d'Hunter White par erreur en confondant son teaser avec son pistolet, a été jugée hier coupable d'homicide involontaire. Elle encourt une peine maximale de 25 ans de prison. Reportage. Après 3 jours de délibération, le tribunal de Minneapolis a livré son verdict. Kim Potter est reconnu coupable d'homicide involontaire pour le meurtre de Hunter White. Une nouvelle accueillie avec soulagement par la famille du jeune homme. Now we've been able to process it. We want to thank the entire prosecution team. We want to thank community support, everybody who's been out there that has supported us in this long fight for accountability. Le 11 avril dernier, la policière interpelle le jeune homme lors d'un contrôle routier. Mais la situation dégénère. Hunter White, qui n'était pas armé, tente de fuir. Kim Potter dégaine alors ce qu'elle pensait être son taser. Une grave négligence pour l'accusation. She has gone from being an esteemed member of the community and an honored member of a noble profession to being convicted of a serious crime. I don't wish that on anyone. But it was our responsibility as the prosecution, as ministers of justice, to pursue justice wherever it led, and the jury found the facts. Le drame avait suscité une vive émotion à Minneapolis, au moment où se tenait le procès de Derek Chauvin, le policier blanc qui a tué par asphyxie George Floyd 1 an plus tôt dans la même ville. Après la mort de Hunter White, Minneapolis a été secouée plusieurs soirs de suite par des manifestations émaillées de violence. Kim Potter encourt une peine maximale de 25 ans de prison. Elle devrait être fixée sur son sort en février. Le gouvernement sud-coréen a annoncé ce jour que l'ancienne présidente Park Geun-hye, qui purgeait une peine de 20 ans de prison pour corruption et abus de pouvoir, allait bénéficier d'une amnistie spéciale dans une perspective d'unité nationale. Toujours un reportage de France 24. Elle devait purger une peine de 20 ans, mais 3 ans et demi après sa condamnation, Park Geun-hye va très vite retrouver la liberté. L'ex-présidente sud-coréenne coupable de corruption a finalement été graciée. Pour l'actuel exécutif, cette décision a été motivée par les problèmes de santé de l'ancienne chef de l'État, mais aussi dans un esprit d'unité.
Nous avons inclus l'ancienne présidente Park Geun-hye et l'ancien Premier ministre Han Myung-suk dans la liste des personnes graciées, afin de surmonter notre passé douloureux, montrer l'unité du pays qui a permis de surmonter le Covid-19 et les crises nationales et offrir la possibilité d'une nouvelle ère dans le futur. L'amnistie prendra effet dès le 31 décembre. Il s'agit d'un revirement touchant l'une des grandes figures de la politique sud-coréenne, Park Geun-hye, fille du dictateur Park Chung-hee, qui a considérablement changé le pays, est la première femme élue présidente de la Corée du Sud. Mais en 2017, c'est un immense scandale qui a entraîné sa destitution, puis sa condamnation l'année suivante. En cause, des dizaines de millions de dollars reçus de la part de conglomérats sud-coréens, dont Samsung, mais également le partage de documents classés secrets. La grâce a été offerte par son opposant et actuel président Moon Jae-in, qui est dans les derniers mois de son mandat et qui ne pourra pas se représenter à l'élection présidentielle de mars prochain. Les anciens chefs d'État sont souvent dans le viseur de la justice en Corée du Sud. Plusieurs ex-présidents ont été condamnés à l'issue de leur mandat. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée de réveillon de Noël sur Viva.